Bien, nous abordons lors de cette 13e séance la description détaillée de la méthode de Kern, où je vais essayer de présenter cette méthode à travers les étapes à suivre. Et donc j'essaierai de m'étaler sur ces différentes étapes. Au préalable, il faut savoir qu'avant Kern, tout ce qui se faisait, c'était essayer de développer des corrélations sur la base des données expérimentales disponibles à l'époque pour pouvoir effectuer ce dimensionnement. Puis, Kern arrivant, a essayé de corréler les données de différents échangeurs industriels d'une manière analogue à celle que l'on a vue à l'occasion de l'échangeur double tube, c'est-à-dire d'une manière simple, pour pouvoir prédire, on va le voir ensuite, la surface d'échange. Bien, alors, cette méthode est bien sûr, elle considère des hypothèses pour pouvoir être entreprise. L'une des premières hypothèses, c'est de considérer que la coupure pratiquée sur la chicane, elle ne doit pas dépasser 25%, elle est de 25% plutôt. En fait, ce 25%, il est là pour pouvoir dire que l'écoulement dans l'échangeur, globalement, lorsque le fluide passe entre deux chicanes, c'est un écoulement qui va être perpendiculaire au tube, un écoulement croisé, et lorsque l'écoulement passe au droit de la chicane, c'est-à-dire à travers la fenêtre, l'écoulement va être plutôt longitudinal. Eh bien, quand nous avons une coupure pratiquée sur la chicane qui est de 25%, c'est-à-dire que la hauteur du segment libre est égale au quart du diamètre intérieur de la calandre, eh bien, c'est-à-dire 25%, eh bien, nous pouvons dire que les deux écoulements dans ces deux portions, c'est-à-dire entre deux chicanes et à l'aplomb, c'est-à-dire au passage de la coupure, ils sont équivalents, ils sont assez proches. Et donc, la deuxième grande hypothèse de Kern, c'est que, enfin, c'est pas une hypothèse qu'il a prise, mais en fait, il n'a pas tenu compte ni des bypass, ni des fuites qui pouvaient s'opérer entre la chicane et la calandre. Il y avait un jeu dû aux tolérances, donc il y avait du fluide qui pouvait s'écouler à travers ce jeu, et également lorsque les tubes sont introduits à travers les chicanes, à travers les orifices qu'on pratique, il y a également donc un certain jeu par lequel il pourrait y avoir des fuites. Bien, donc nous avons dit que les deux contraintes majeures de la méthode de Kern, c'est de supposer que le BC, c'est-à-dire le pourcentage d'ouverture de la chicane, est de 25% et qu'il ne tient pas compte dans sa méthode des débits de fuite ni de bypass. Ensuite, donc, la méthode de Kern est assez précise pour pouvoir prédire justement la surface d'échange et de manière assez simple, comme on le verra. Évidemment, la méthode de Kern va s'intéresser principalement à l'écoulement côté calandre, puisque côté tube, il n'y a qu'une seule méthode qui est adoptée par tout le monde et qui marche très bien. Donc, toutes les tentatives, c'est de trouver l'écoulement côté calandre, de le quantifier et de proposer des méthodes. Et donc, aujourd'hui, je commence par la méthode établie par Kern en 1950 dans son ouvrage très connu que je vous présente ici et où vous voyez donc la couverture de la première édition. Alors, avant d'aller vers la deuxième diapositive, il fallait quand même dire que, n'oublions pas ce que j'avais dit lors des précédentes séances, à savoir que nous avons en fait deux problèmes à résoudre sur les échangeurs. Il y a deux types de problèmes. Soit on doit effectuer un certain transfert, c'est-à-dire que nous avons une certaine consigne, un certain transfert thermique, et l'on souhaite calculer les dimensions de l'échangeur thermique nécessaires pour effectuer ce transfert. Et dans ce cas, on avait dit qu'on parlait de sizing.
Et c'est ce que je ferai donc au cours de ces séances qui arrivent. Ou alors, le deuxième problème, c'est que l'échangeur existe. Nous disposons d'un certain échangeur thermique. Il est disponible et l'on souhaite connaître cette fois-ci son fonctionnement sous certaines conditions de débit ou de température. Et c'est ce qu'on avait appelé le rating. Et comme dit précédemment, ça serait évaluer les performances d'un échangeur existant par rapport à celles qui ont été prévues tout au début par le constructeur. C'est-à-dire le constructeur, quand il va vous vendre votre échangeur, il aura ces données, les données de design, et vous voulez comparer par rapport à celles-ci, quelles sont les nouvelles données par rapport à cet échangeur. Voilà. Alors, je reviens un tout petit peu sur la première note de bas de page. Eh bien, comme je l'ai dit, Kern considère une fenêtre présentant un degré d'ouverture de 25%. Uniquement de 25%. En fait, pourquoi on avait dit c'est pour pouvoir faire en sorte que les débits qui passaient de manière longitudinale au droit, à l'aplomb de la fenêtre et de manière perpendiculaire au tube, ces débits étaient confondus. Mais pourquoi tout ceci? Et est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a fait autre chose? Eh bien, il faut savoir que Donohue, et c'est cité dans le technique d'ingénieur, il définit quant à lui deux débits. Deux débits. Un débit longitudinal et un débit transversal. Et lors de l'utilisation des nombres adimensionnels, il va utiliser le diamètre extérieur des tubes. En revanche, Kern, contrairement justement à Donohue, définit un seul débit. Il ne définit qu'un seul débit, massique, dans tout l'appareil. Et par contre, pour le diamètre, il va avoir recours au diamètre équivalent, que nous verrons dans quelques séances. Voilà. Alors, une fois qu'on s'est un peu fixé les idées, nous continuons et nous allons commencer par voir les étapes que je vous présente ici. Donc, comme je l'ai dit, c'est donc un sizing que nous avons présenté. Donc, on va procéder par tâtonnement, c'est-à-dire on va supposer des valeurs de certaines grandeurs et faire un calcul itératif, puis comparer par rapport à cette estimée et voir si l'on est bien, ou alors il faudrait toujours procéder par tâtonnement. En anglais, on appelle ça trial and error method. Donc voilà, je commence par présenter la première étape qui stipule que la première des choses à faire, c'est récolter, c'est plutôt collecter les propriétés physiques. Les propriétés physiques des fluides, du fluide chaud et froid. Mais voilà, pour déterminer les propriétés physiques, il me faut avoir les gammes de température dans lesquelles vont varier les fluides chauds et froids. Quand on veut faire ça très rapidement, on va estimer la propriété physique en question en fonction d'une moyenne arithmétique, qui serait une simple somme des températures entre l'entrée et sortie divisée par 2. Ça, c'est la méthode très simple que nous adoptons dans nos TD. Sinon, pour être précis, il faudrait aller vers ce qu'on appellera la température calorique. La température calorique. Et c'est ce qu'on va essayer de voir là maintenant, dans cette diapositive. Pour être précis, donc, il nous faut estimer la propriété physique à la température calorique. Là, les voici en note de bas de page pour le fluide chaud et le fluide froid. Vous avez ici le FC qui apparaît, qui est une fraction, ou alors le facteur de température calorique FC. Donc on va voir tout ceci. Je commence à vous présenter la BAC qui est donnée par Kern au niveau de la page 827, la figure 17, où vous voyez apparaître ce fameux coefficient en fonction d'un rapport des différences de température entre le fluide froid et chaud, c'est-à-dire les différences de température entre les deux fluides, delta T, je vais les donner ici,
du fluide froid et du fluide chaud entre leur entrée et sortie, respectivement. Sinon, si vous voyez que la viscosité dynamique du fluide entre la température d'entrée et de la sortie ne varie pas tellement, bah vous pouvez considérer juste la moyenne arithmétique. C'est-à-dire, si vous voyez que la viscosité dynamique du fluide ne varie pas tellement en fonction de la température, bah vous considérez la propriété physique, toutes les propriétés physiques, vous les prenez en fonction de la température moyenne, c'est-à-dire une simple moyenne arithmétique. C'est-à-dire, globalement, Fc va être égal à 1,5. Donc, commençons à expliquer un tout petit peu tout ceci. Au préalable, je dois définir, pour pouvoir trouver justement les propriétés physiques à une température moyenne ou calorique ou bien une température moyenne, il me faut avoir les températures. Donc, au préalable, définissons les 4 températures et les débits massiques des fluides chauds et froids. Avec E, ça, comme je l'ai dit, ça indique l'entrée, et S, grand S, la sortie. Puis, on va collecter les propriétés physiques, qui sont bien sûr la masse volumique, la chaleur spécifique à pression constante, la viscosité dynamique et la conductivité thermique. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est quoi delta T CH et delta T FR? Et voici, je vais les mettre en évidence ici. Donc ici, c'est la fraction calorique, ou bien c'est le fameux coefficient que je viens de vous présenter là maintenant. Sinon, voici à quoi va être égal le delta T CH pour chaud et FR pour froid. C'est les différences de température entre l'entrée et la sortie, comme vous le voyez ici. Voilà. Alors, vous voyez apparaître sur cet abac, que j'ai pris cette fois-ci du 8 qui est un peu plus clair, apparaître un coefficient qu'on va appeler Kc. Alors c'est quoi Kc? On l'a dit, c'est le coefficient global du fluide chaud sur le coefficient global du fluide froid, moins 1. Alors dès qu'on voit ça, c'est un peu compliqué, mais on nous dit, si l'un des fluides est très visqueux, les coefficients de transfert thermique globaux des fluides chauds et froids se réduisent au coefficient de convection. Et donc il suffit simplement de remplacer les U par les H, comme ceci. H chaud et H froid, que nous allons appeler plus tard H1 et H2, 1 pour le fluide circulant dans le tube et 2 pour le fluide circulant à l'extérieur du tube, c'est-à-dire côté calandre. Donc voilà comment ce qu'on fait. Nous calculons le rapport des delta T, nous choisissons le Kc correspondant et nous lisons le Fc. Et nous lisons le Fc. Alors, il y a ici, vous voyez apparaître la variation de la densité du fluide en fonction de ce Kc. C'est-à-dire, quand vous avez votre densité, vous pouvez trouver pour l'intervalle de température du fluide visqueux le Kc. Si vous avez remarqué, ici c'est juste pour que vous voyez, c'était avant cela, voilà, là c'est une autre, c'est dans les unités anglo-saxonnes, c'est leur, on va dire leur densité exprimée dans le système anglo-saxon. C'est pour ça que vous voyez ces courbes qui sont différentes, parce qu'elle est définie de manière différente. Mais le huitier donne autre chose, c'est-à-dire il donne ce que nous connaissons, la densité, c'est-à-dire la masse volumique du fluide à une température donnée sur la masse volumique à 4 degrés, c'est-à-dire 1000 kg par mètre cube. Bien, ceci étant dit, j'en ai fini presque avec cette partie relative à la température calorique. Et nous allons voir une dernière remarque qui est pour pouvoir encore trouver cette Fc, ce coefficient, bien cette fraction calorique. C'est dans le cas où nous avons des écarts de température modérés. Je m'explique. Alors toujours sur le huitier, on nous dit si la différence de température du fluide chaud et froid n'excède pas 60 degrés et si la delta Tml elle est inférieure à 30 degrés, vous pouvez prendre Fc égale à 0,5, c'est-à-dire 1,5. C'est exactement comme si vous disiez
on peut considérer dans ce cas la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, c'est-à-dire les différences températures entre l'entrée et la sortie divisées par 2. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de cette température calorique, comment est-ce qu'il fallait la déterminer. Et maintenant, nous allons continuer pour aller voir, cette fois-ci, nous avons dit qu'il fallait collecter les propriétés physiques, mais d'où les obtient-on, ces propriétés physiques? Où aller les rechercher? Vous avez, pour pouvoir trouver ces propriétés physiques, vous avez plusieurs ouvrages. Je vais citer les ouvrages classiques, il y en a tellement. Je vais commencer par le Perry Chemical Engineering, le voici. Donc vous avez le Perry, mais vous avez également, au lieu de considérer le Perry, vous avez aussi ce deuxième ouvrage, International Critical Tables, où vous pouvez trouver les propriétés physiques, ou alors, si elles ne sont pas disponibles dans la littérature, vous pouvez, à l'aide de corrélations, les retrouver, ces propriétés physiques, à l'aide d'un troisième ouvrage que je vous présente ici. Donc voici les ouvrages classiques initiaux pour pouvoir collecter les propriétés physiques du fluide nécessaires pour estimer les nombres adimensionnels qui sont les nombres de Reynolds et de Nusselt globalement. Alors une fois que tout ceci a été dit, nous allons commencer par observer un tout petit peu comment ce que l'on fait pour déterminer par exemple la chaleur spécifique à pression constante Cp. Comment fait-on pour l'avoir? Donc c'est ce que je vais présenter ici dans cette diapositive 236, où par exemple nous nous intéressons donc, comme je l'ai dit, à Cp. Bien, le Kern nous fournit des abacs très intéressants pour justement la détermination des propriétés physiques. Et je commence par Cp. Donc voici comment c'est donné. Vous avez un nombre de points ici. Et nous sommes en train de déterminer le Cp. Alors comment faire? Par exemple, si je considérais l'eau, ici, c'est le numéro 53. Le numéro 53, je viens, le numéro 53, il est là. Il est là. Alors, tout à fait en bas à droite. Voici le point, c'est 53. Et ensuite, je vais par exemple pour une température de, ici elles sont données en degrés Fahrenheit, faites attention, c'est pas les degrés Celsius ou les Kelvin, c'est un degré Fahrenheit. Par exemple, si je devais prendre pour 50 degrés, c'est-à-dire à peu près 120 degrés Fahrenheit, je trace une droite, joignons le point que je viens de dire ici, cette température en degrés Fahrenheit, et passant par 53, et je lis ici la chaleur spécifique. Je lis la valeur de la chaleur spécifique. Donc voici les unités de la chaleur spécifique, elles sont données ici. Bien sûr, vous l'avez compris, elles sont dans les unités anglo-saxonnes. Continuons, essayons de voir maintenant la même chose, mais pour les gaz. J'ai oublié de vous dire, ici c'est les liquides. C'est la bague pour trouver les chaleurs spécifiques pour les liquides. Maintenant, considérons les gaz. Voici une deuxième figure, toujours donnée par le Kern, c'est la figure 3. Et donc, pareillement, si je devais considérer, je devais rechercher la chaleur spécifique, le Cp de l'air, c'est le numéro 27. J'identifie le numéro 27, il est quelque part ici, le voici. Le voilà. Donc je trouve le 27 et je trace à droite pour la température voulue pour déterminer l'intersection de cette droite avec l'axe de droite, l'axe qui se situe à droite, vous renseigne sur la valeur de Cp. Voici donc ce que l'on pouvait dire à propos de la chaleur spécifique à pression constante, comment est-ce qu'on faisait pour, si l'on devait, bien sûr, travailler sur le Kern, pardon. Nous allons maintenant voir la viscosité dynamique des fluides. On va s'intéresser à la viscosité dynamique, de la même manière, ce sont presque les mêmes figures qui vont apparaître. Et voici, nous commençons donc cette fois-ci par la viscosité dynamique donnée en centipoise. Alors vous voyez apparaître des X et des Y, vous allez comprendre pourquoi. Voici un tableau qui vous donne le X et le Y pour les liquides, le X et le Y pour plusieurs liquides. Et si nous devions nous attarder un tout petit peu sur le X et Y de l'eau, nous allons trouver donc ces valeurs. Pour X, c'est 10,2 et pour Y, 13.
je viens les repérer ici sur ce graphique, le 10,2 et le 13. L'intersection me donne un point que voici, puis pour une température voulue, et là vous avez les températures en degrés Celsius, c'est bien, puisque nous connaissons la viscosité de l'eau à 20 degrés, qui est égale à 1 centipoise, ou alors 10⁻³ poiseuil. Donc l'intersection, on va prendre pour 20 degrés, l'intersection avec ce point me donne approximativement une viscosité dynamique qui est autour de 1, et c'est pour ça que j'ai dit qu'elle est égale à 20 degrés, à 1 centipoise. 1 centipoise. 1 centipoise, c'est 10⁻³ poiseuil, c'est-à-dire le poiseuil, c'est le kilogramme par mètre seconde. 1 kg par mètre seconde. Bien, continuons. Cette fois-ci, on va aller voir les gaz. Idem, nous connaissons plus ou moins la viscosité dynamique de l'air, qui est égale cette fois-ci à 18-10-6 poiseuil. Alors, idem, identifions les coordonnées de l'air, c'est-à-dire son x et son y, 11 et 20, les voici. 11 et 20, je trace mon 11 et 20, l'intersection me donne un point à 0 degré Celsius. Voilà, je trouve, comme vous le voyez, 0,0 presque 18, 0,017 centipoise. Voilà, dans le système assis, 17, 10, moins 6 poiseuil. 17, 10, moins 6 kg par mètre seconde. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de la viscosité dynamique des gaz et des liquides. Nous avons donc déterminé cette propriété physique à l'aide des abacs qui sont fournis, comme j'ai dit, par l'ouvrage de Kern. À présent, allez voir, on va parler un tout petit peu, hein, pas beaucoup, de la conductivité thermique. C'est la dernière propriété que nous allons voir. Alors, le Kern fournit également, comme c'est dit en remarque, les conductivités thermiques données dans malheureusement les unités anglo-saxonnes. Pour les solides, quand on ira déterminer le coefficient global de transfert de chaleur, il nous faut la conductivité thermique du solide, c'est-à-dire le matériau constituant le tube, mais aussi pour le nombre de nusselt, celle des liquides et celle des gaz. Vous avez ici des pages qui sont données. Alors, sur le péri, en revanche, vous avez la propriété qui est cette fois-ci donnée dans le système assis, c'est très bien, et malheureusement elle est donnée uniquement pour certains fluides, pour deux températures. Et elle est supposée, la conductivité thermique, elle est supposée variant linéairement sur cette plage de température. C'est-à-dire qu'il vous donne deux températures, on va dire pour l'eau, le K est donné pour deux températures, et on suppose que sur cette gamme de températures, K, la conductivité thermique du fluide en question, varie de manière linéaire. Voilà, nous avons un peu terminé cette collecte des propriétés physiques à l'aide, je répète encore une fois, soit simplement prendre la température moyenne comme nous faisons en TD et lors des examens, ou alors, lorsque vous avez un projet à mener à bien, prendre ces propriétés par rapport à la température calorique. Par rapport à la température calorique. Alors on va passer de ce pas à l'étape 2. À l'étape 2, c'est quoi? C'est trouver quelle est la quantité de chaleur, par unité de temps évidemment, à transférer du fluide chaud vers le fluide froid, quand il n'y a pas de changement de phase. Nous appliquons les relations pour les chaleurs sensibles, à savoir le débit, la puissance calorifique Q point, c'est égal à WCP delta T du fluide chaud, qui est exactement égal à celle du fluide froid, puisque nous supposons qu'il n'y a pas de perte, c'est-à-dire que l'échangeur est parfaitement calorifugé, que toute la chaleur du fluide chaud migre vers le fluide froid, elle est récupérée par le fluide froid, et que l'écoulement dans l'échangeur est stationnaire, l'écoulement bien sûr, l'écoulement de la chaleur. Hein. La variation de la température ne varie plus en fonction du temps. Bien, alors maintenant, comment fait-on? Nous avons dit un tout petit paradoxe, que pour déterminer les propriétés physiques, il nous fallait avoir les quatre températures.
pour pouvoir déterminer les moyennes, soit la température moyenne, soit la température calorique. Et très souvent, une des températures est absente, elle n'est pas donnée, elle est inconnue. Alors comment fait-on dans ce cas? Alors, c'est pour ça que je vais vous présenter là maintenant, en posant d'abord une question. Il arrive qu'une des températures soit inconnue. Ou alors c'est un des débits qui est inconnu. Alors comment fait-on? D'abord on va voir ça comme si c'était un exercice qu'on nous proposait. Ensuite on ira pour voir comment est-ce qu'on fait pour déterminer justement ces propriétés physiques quand une des températures n'est pas connue. Alors, on va commencer par le cas simple. Le cas simple, c'est que nous avons les températures d'entrée et de sortie d'un fluide, le débit massique également de ce fluide. En l'occurrence, j'ai choisi le fluide chaud, le fluide chaud. Et comment fait-on? Premier cas, un cas sympathique comme j'ai dit, les températures d'entrée et de sortie du fluide froid sont connues. En revanche, le débit massique du fluide froid est inconnu. Le débit massique du fluide froid est inconnu. Alors c'est très très simple. À l'aide de cette égalité, je peux trouver le débit W1. Ça serait quoi? Ça serait la puissance calorifique rapportée à Cp1 delta T1. Comme ceci. Cp1 delta T1. Delta T1. Voilà. Ça, c'est très simple, donc il n'y a pas de souci. C'est généralement une des questions qu'on pose en premier lieu dans un problème. Maintenant, voici le souci. Le débit massique du fluide froid est connu. Une des températures est connue, mais la seconde ne l'est pas. C'est le deuxième cas que je vous présente ici. Le débit massique est connu. Une des températures est connue. En revanche, la deuxième température ne l'est pas. La deuxième température est inconnue. 2 secondes. Alors, je disais, la température de sortie, en l'occurrence, du fluide froid est inconnue. Alors, comment fait-on? D'abord, déterminons-la. On doit la déterminer. Vous allez me dire, ça c'est très simple. On va revenir ici. Pour déterminer cette température, T1S, on fera comme ceci, ça sera T1E plus ceci. Mais voilà le souci, c'est le CP1. Comment pourrais-je mettre ici la valeur du CP1 alors que TS1 n'est pas connu? Rappelons que les propriétés physiques sont évaluées par exemple à la température moyenne. Ceci suppose que je connais la température d'entrée et de sortie du fluide en question, du fluide froid ici. Alors comment je pourrais avoir le CP1 sachant que je ne connais pas T1S? Eh bien on va faire, ou bien on va procéder par tâtonnement. Posons le problème. Je ne sais pas trouver CP1, je n'ai pas sa valeur, je ne connais pas la température, je ne peux pas prendre CP1 à température moyenne, c'est-à-dire CP1 estimé à T1E plus CP1 estimé à T1S divisé par 2 si je considère la moyenne arithmétique. Comment je vais faire alors? Eh bien c'est ce que je vous disais. On va procéder par tâtonnement, c'est-à-dire on va supposer une valeur. On va supposer une valeur de CP1. Ça sera une valeur estimée. Puis, on l'injecte ici, et on trouve T1S. On va trouver T1S, comme ceci. Donc j'estime une valeur de CP1, je la mets ici, je trouve la valeur de T1S, je calcule la température moyenne, je la calcule, la voici, la moyenne arithmétique, une simple moyenne arithmétique, hein, je ne sais pas une température calorique, une simple moyenne arithmétique. Je vais vers les tables, je calcule CP1 à la température T1E, CP1 à la température T1S, c'est que je viens juste de calculer, je divise par 2, je trouve une température CP1 calculée sur les tables, je compare entre ces deux valeurs, et voilà, si j'ai beaucoup de chance, je trouverai le CP1 calculé égal ou pas très différent du CP1 estimé. Donc votre supposition initiale est bonne. En revanche, si ce n'est pas le cas,
Que fait-on si les deux valeurs sont différentes? Je vais remettre ici dans l'équation, au lieu de mettre CP1 estimé, je mets la valeur de CP1 calculée. CP1 calculé. Et je recalcule T1S. Ensuite, le CP1 calculé 2, je compare et je vois. Et ce sera un calcul itératif. Alors, ce sera un calcul itératif pour pouvoir calculer le CP1 pour estimer les températures, la température de sortie du fluide froid. Voilà. Cette procédure de tâtonnement, elle est relativement simple si le fluide en question, c'est-à-dire le fluide 1, est de l'eau. En effet, la chaleur spécifique de l'eau à pression constante, elle est connue. Donc il est facile de faire une estimation de cette grandeur et de dire qu'elle serait globalement autour de cette valeur. Voilà, ceci étant dit, je vais maintenant aller de ce pas pour vous présenter la troisième étape. La troisième étape, la plus importante. La plus importante, et sur laquelle, à cause de cela qu'on a appelé ça une estimation de la température, une méthode itérative, parce qu'on va faire une supposition. On va commencer par supposer quoi? On va estimer une valeur du coefficient global de transfert thermique, le fameux U. On va faire une estimation de U. Alors, le voici, U0 estimé. Le U0 estimé à partir des tables. Alors là, je vais commencer par présenter plusieurs ouvrages, parce que c'est la partie essentielle de cette méthode. Il faut estimer, donc je vais vous présenter un peu les ouvrages à travers lesquels vous allez pouvoir collecter cette donnée ou bien prendre cette valeur. Alors, je commence par le Kern, évidemment. Vous avez sur le Kern différents tableaux qui vous renseignent que vous soyez dans les refroidisseurs, les réchauffeurs ou bien les échangeurs, le coefficient global de transfert thermique. Malheureusement, ici donné dans les unités anglo-saxonnes, c'est-à-dire des BTU par heure, feet carré, degré Fahrenheit. Sinon, donc ça c'est le Kern. Sinon, vous avez également un excellent ouvrage, c'est Ludwig, qui donne en page 94 ceci. Est-ce que c'est... Voilà, ça donne ça. Là, vous avez également, donc, au niveau de cette page, les valeurs des coefficients de transfert thermique qui sont donnés pour plusieurs fluides dans les différents cas que je viens de vous citer tout à l'heure. Ici, vous avez différents cas. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, dans les condenseurs, enfin, je n'ai pas dit pour les condenseurs, mais j'ai dit pour les réchauffeurs et les refroidisseurs. Et ici, il y a aussi des échangeurs sans changement de phase. Alors, continuons. Alors oui, il faut bien comprendre que tant que les dimensions de l'échangeur ne sont pas connues, je ne peux pas avoir la valeur exacte de U. C'est pour ça que je procède par tâtonnement. C'est pour ça que je fais un estimé de U0. Sinon, ce n'est pas possible. Je n'ai pas les dimensions, donc je ne pourrais pas connaître avec exactitude U0. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que nous allons estimer U0. Donc j'estime une valeur de U0, j'appellerai U0 estimé, à l'aide de ce que je suis en train de vous présenter, c'est-à-dire des tableaux. Alors continuons. Nous avons donc vu le Ludwig, mais il y a ici également un ouvrage très intéressant qui est donné par cette référence. En page 297, vous avez, et c'est intéressant parce que vous avez les deux systèmes d'unités, vous avez les anglo-saxonnes ici, mais vous avez également en unité, on va dire SI plus ou moins, puisque de toute façon vous savez convertir une calorie en joule, vous savez qu'une calorie c'est 4,18 kJ, 4,18 kJ, et donc vous pouvez trouver la valeur pour votre fluide, la valeur de U pour votre fluide. Vous avez ici plusieurs types de fluides, toujours dans des systèmes, dans de différents systèmes. Alors, à part cela, il y a une dernière référence que je vais vous présenter et sur laquelle je vais m'étaler beaucoup. C'est le C-Note qui vous donne également, dans le système ACI, les valeurs de U de certains types de fluides.
Bien. Et il y a, justement, dans le C-Note, il y a un très bel abac qui est donné pour déterminer directement la valeur de U, que je vais vous présenter dans ceci, dans ce qui va arriver. Voici l'abac, où vous avez un axe central et deux axes, à droite et à gauche, les voici. L'un présentant le coefficient de transfert thermique pour le fluide de procédé dans le système assis. Vous avez ici différents types de fluides. Et en ordonnée, la même chose, mais cette fois-ci, c'est pour les fluides de service. Ici. Vous identifiez vos produits, comme ceci, et vous avez une estimation globale du coefficient de transfert thermique. Comment sont fait? Par exemple, ici, j'ai pris un exemple que voici. Alors, je vais vous résumer ce qui est écrit ici. J'ai pris un exemple. Voilà. Je suppose que mon fluide, il est quelque part ici. Et là, donc c'est de l'eau bouillante. Et ici, vous avez un fluide organique. L'intersection, bien la droite qui passe par ces deux points, l'intersection avec l'axe central vous renseigne sur la valeur moyenne, enfin dire une valeur approximative du coefficient global de transfert thermique. Donc vous allez pouvoir estimer et dire, par exemple ici, que mon U estimé sera égal à 750 watts par mètre carré degré. Voilà. Ceci termine cette première séance, je pense. Oui. Donc ceci termine notre première séance, où nous avons vu que 3 étapes. La première, c'était collecter les propriétés physiques, mais il fallait pour cela d'abord au préalable déterminer les 4 températures et les 2 débits massiques, puis pouvoir remonter aux propriétés physiques que nous pouvions estimer soit par une simple moyenne arithmétique, soit à l'aide de la température calorique. Deuxième étape, c'était déterminer la consigne, c'est-à-dire la quantité de chaleur par unité de temps transférée, qui va être transférée dans cet échangeur à travers les écritures des équations classiques sans changement de phase. Troisième grande étape, et c'est la primordiale, faire un estimé de la valeur du coefficient global de transfert thermique à travers soit les tableaux, soit ce dernier abac qui est donné par le C-Note et qui vous permet de trouver, connaissant votre fluide, la valeur, une estimation de la valeur du coefficient global de transfert thermique, c'est-à-dire U0 estimé. Dans la prochaine séance qui va arriver dans un instant, nous verrons la quatrième étape, qui est un peu plus longue, légèrement, où nous commencerons par voir un peu se fixer des idées sur le nombre de postes, la dette ATML, le facteur de correction, etc. Voilà. Bon courage et à très vite, je l'espère.